Bon allez, on commence. Bon là, on va changer un peu de registre du coup. Donc, un dialogue existe entre le cosmisme russe et le transhumanisme californien. Et là, c'est une interview autour d'un livre. Ibai soit maudit. Et c'est un livre. Ça, j'aimerais trop le lire maintenant. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais un peu, comment dire. Voilà, disons les mots un peu condescendant vers les livres de journalistes où j'étais en mode un peu ouais, moi je préfère aller lire des trucs de chercheurs et des chercheuses, machin. Et en fait, j'ai commencé à lire des livres de journalisme, genre sur, par exemple, la fachosphère ou des machins comme ça. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est tellement plus abordable et c'est tellement plus lisible. Et tu comprends des trucs et il y en a qui expliquent ça, qui expliquent leurs trucs trop bien. Donc, maintenant, j'avoue, j'essaye d'aller chercher vachement plus de livres de journalistes. Parce que c'est vachement mieux, quoi. C'est plus simple. Donc, mon ego a fait piouf. En plus, ils font du travail sérieux. Donc bon, bref. Dans Lénine a marché sur la Lune, le journaliste et essayiste Michel Elchaninov raconte la folle histoire de la pensée cosmiste, ce mélange de science et de religiosité qui imprègne la culture russe depuis la fin du 19e siècle, entretient. Et moi, je trouvais ça intéressant à voir parce que c'est un truc, j'étais là, j'ai découvert, je ne connaissais pas. J'ai toujours pensé que le côté un peu transhumaniste, enfin le côté un peu... je sais qu'il y avait tout... c'est vrai qu'il y avait qui se tiraient la bourre, les États-Unis et la Russie pour la conquête aux étoiles, mais mais c'est vrai que on met tellement peu l'accent là-dessus, parce que finalement tous les côtés, tous les livres, tous les films autour de la conquête des étoiles, c'est surtout tourné vers les États-Unis finalement. Donc c'est vrai que ça c'est complètement passé sous notre radar culturel, on va dire. Donc ça peut être pas mal d'en apprendre un peu plus là-dessus. Donc oui, ça a été écrit par qui? Blaise Mao. Et j'aime bien sa photo de profil. Allez, c'est parti. C'est un petit livre, 200 pages seulement, que toute personne s'intéressant un tant soit peu à l'histoire des idées et aux imaginaires du futur devrait lire. Dans Lénine a marché sur la Lune, le journaliste et essayiste Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, raconte l'histoire du cosmisme, ce mélange de science et de religiosité, ayant émergé dans la Russie de la fin du 19e siècle, dont le pionnier fut le philosophe Nikolaï Fyodorov, le Socrate moscovite, qui considérait que les humains avaient le devoir de ressusciter les générations antérieures. Tellement Ibai, il avait 6 heures de stream, non mais oh là 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 là. Non mais il y a vraiment des malades. Hein. Franchement, comment ils font pour tenir ces gens-là? Donc voilà, ressusciter les générations antérieures. Donc finalement une sorte de Frankenstein. C'est rien 6 heures, mais si, c'est tellement énorme. Mais oui, ça fait combien toi, Paul? Déjà, tu m'avais dit, j'ai oublié, c'était quoi? C'était dans ces eaux-là aussi, non? Pour un event, pour un événement là que tu avais animé. Je sais plus, c'était combien déjà? T'avais fait quoi? C'était impressionnant ça aussi. Respect total. Un siècle avant que des startups de la Silicon Valley ne planchent sur le sujet, certains cosmistes, au premier rang desquels le médecin et économiste Alexandre Bogdanov, et c'est pas notre français, hein, c'est un russe, menaient déjà des recherches avancées sur la lutte contre le 6-7 heures. Ouais, putain la vache, mais moi je trouve ça tellement énorme. Déjà au bout de 2 heures, je suis rincé. Menaient déjà des recherches avancées sur la lutte contre le vieillissement, notamment via la transfusion de sang jeune. Le mec, c'est un vampire. Genre de... Ok. Il égorgeait à la pleine lune des jeunes enfants pour après boire leur sang pour être jeune à jamais. Et si Lénine a été embaumé et non enterré, c'est grâce à l'influence de certains de ses camarades, créateurs d'une commission pour l'immortalisation de la mémoire de Vladimir Ilitch Ulyanov. Et ça, je crois que c'est le vrai nom de Lénine. Des cosmistes portés par l'espoir que le leader bolchevique puisse un jour revenir à la vie. Non mais vous imaginez, c'est trop dingue quand même, non? Et du coup, c'est complètement en lien avec franchement, c'est complètement dans la veine des transhumanistes aujourd'hui, hein, vraiment. Et ça, c'était dès le 19e. Hein. Et continue de le faire aujourd'hui sous la houlette d'un Vladimir Poutine qui ne rechigne pas à s'appuyer sur cet héritage culturel, sous l'influence notamment des intellectuels ultra-conservateurs russes, toujours attachés à la dimension mystique du cosmisme. Donc un truc qui continuera toujours aujourd'hui, mais je me demande sous quelle forme, parce que je m'imagine qu'ils doivent pas se ramener comme ça avec leurs gros souliers, mettez du sang frais dans vos veines et vous serez immortel. J'imagine que Poutine, ça doit plus ou moins l'intéresser, genre il commence à se faire vieillissant, j'imagine que c'est peut-être un petit fantasme qu'il a, hein, de pouvoir vivre à jamais, finalement, n'est-ce pas? Donc un petit interview, ça commence.
Non, non, non. À mi-chemin entre l'essai et l'enquête, Lénine a marché sur la Lune est avant tout un passionnant livre d'histoire, fourmillant de références, d'anecdotes et de personnages au destin improbable, de quoi nous donner envie d'échanger avec son auteur. Oh, franchement, j'ai trop envie d'aller le lire, le livre. Là. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre sur le cosmisme russe, dont l'histoire est finalement assez méconnue? Pardon, toujours des petits rototos. Quelle nouvelle interface incroyable. Ah, salut Maëlys, t'as vu, c'est fou, hein? Bon, y a pas le chat parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, normalement, pour la prochaine fois, j'essaierai qu'il soit là. En Europe, l'histoire du cosmisme est effectivement très mal connue. D'ailleurs, qui a entendu parler de cosmisme ici? Personne, je pense, hein. À moins que vous soyez très érudit sur le sujet. Et dans ce cas-là, je suis prêt à prendre toutes vos petites anecdotes croustillantes et vos analyses. Donc très mal connu. Nine. En plus, je crois que... Parce que là, on peut retrouver... Attends, il y a quoi? Parce que je crois que pour les Américains, il y avait les astronautes, et pour les Russes, c'était des cosmonautes. Et j'imagine que... Bon, bref, voilà. C'est quoi le cosmisme? Le cosmisme, c'est genre considéré... alors, attends, on va aller voir la définition exacte. Parce que c'est en gros, c'est avec le cosmos, avec l'univers, et comme quoi, peut-être que... Non, mais vas-y, je t'en prie. De toute façon, il a pas encore défini les termes. Cosmisme. Et c'est genre des gens qui considèrent l'être humain un peu comme une sorte de petite particule au milieu de tout le cosmos, je crois. Attends. Oh. Sylvain Durif, l'empereur machin cosmique. Ah! Qu'est-ce qu'il devient, lui? Il existe encore ou pas, Sylvain Durif? Merde, alors. Ouais, en gros, le cosmiste, ça serait des gens qui croient... Je crois qu'il l'explique plus tard. Des gens... transhumanisme, mais en rouge. Ouais, voilà, transhumanisme, mais en coco. Ouais, c'est plutôt bien résumé, Arthur. À Bucarac... C'était une idéologie. En gros, je crois que c'était des philosophes. Enfin, c'était un courant de pensée où ils pensaient que genre nous les humains, nous sommes influencés par le cosmos, par le mouvement de l'univers, etc. Et qu'en même temps, on aurait un effet sur le cosmos. Et ça serait un peu ça. Et j'avoue, je comprends pas trop bien comment est-ce que ça peut arriver, quoi. Il fait toujours des vidéos, pas Sylvain Durif, ce grand messie cosmique. Bref, ah ouais, stylé comme idée. Ouais. Et assez barré finalement, hein, je trouve. Mais c'est stimulant. Hein. Bon, bref, j'en étais où? Dès la première phrase, je me suis arrêté. Bon, bref. Les Russes, eux, ont certes entendu parler de Nikolai Fyodorov, ce philosophe qui voulait ressusciter les morts, et le cosmisme était un peu culte en Russie dans les années 90. Mais finalement, même dans son pays, cette pensée n'est pas si bien connue que cela. Souvent, on oppose la Russie d'avant la révolution bolchevique à l'Union soviétique, mais le cosmisme nous a montré qu'il y a une vraie continuité historique d'un siècle à l'autre, que des idées ayant émergé à la fin du 19e siècle ont continué de s'exprimer au siècle suivant de façon plus ou moins intense. J'avais envie de raconter cette continuité historique, de mettre à jour ce qui constitue cette ligne culturelle très importante pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Vous faites remonter les racines du cosmisme au grand roman de Putain, toujours impossible à lire ces trucs-là. Dostoïevski. Dans quelle mesure peut-on considérer l'auteur des frères Karamazov comme l'un des pionniers de cette pensée? Le tout premier cosmiste, c'est Nikolai Fyodorov, qui était chrétien et pensait que notre espèce avait le devoir de chercher à ressusciter ses ancêtres. Mais Dostoïevski apparaît comme une matrice pour comprendre toute la modernité russe. Dans ses grands romans foisonnants se trouvent finalement toutes les questions qu'allait se poser son pays au XXe siècle. En lisant sa correspondance, notamment ses échanges avec un disciple de Fyodorov, j'ai été surpris d'y retrouver un fil cosmiste. À la fin de sa vie, dans sa réflexion sur ce qui pourrait être un christianisme pour les modernes, l'hypothèse cosmiste apparaît bel et bien. Dostoïevski se demande notamment si l'idée de ressusciter les morts doit rester allégorique ou s'il faut lui donner corps. Il est personnellement favorable à une résurrection de tout ce qu'il y a de plus concret. Non mais, faudrait monter un peu le gain de ton micro. Attends, le truc c'est que... Comment je peux régler ça? Parce que là, mon micro, il est déjà à fond en fait. Je suis désolé. Comment est-ce que je peux régler ça? Dans OBS. Microfine sur le logiciel de stream. Attends, on va voir. Pas, sur le logiciel de stream, pas micro. Non. Peut-être paramètres. Propriété. Tu as gain de son PC micro, celui du micro.
Punaise, je suis désolé, je suis tout à fait perdu. Généralement le deuxième. Périphérique. Punaise. Oh là là. Bah attends. Explique-moi tout. Oh là. Explique-moi tout, faut que je clique où, Paul? Sinon pas grave, on va voir ça après si tu veux. Ouais, écoute. C'est vraiment dérangeant ou pas? Ou sinon je peux un peu forcer la voix, hein. Ouais, on va voir ça. Bon, on verra après. Mais c'est vrai que ça faisait 2-3 fois où je reprenais enfin en mettant sur YouTube. Ouais, tout de suite permet de lui dire quoi faire en fait. Il a des super bons conseils, Paul. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Bref. Donc, Donc Dostoïevski avait cette idée de vouloir faire une résurrection des personnes du passé, de leurs ancêtres. Donc, bon, en fait, le côté un peu donner la vie à un corps mort, quoi, un peu le côté Frankenstein de l'histoire. Bah, j'imagine que ce serait pour pouvoir discuter avec genre, je sais pas, de super grands intellectuels et puis avoir leur point de vue sur le présent, par exemple. Donc, au-delà de Dostoïevski, cette question hante la Russie dès la fin du XIXe siècle et les révolutionnaires bolcheviks se la posent aussi. Comment incarner les idées que l'on défend? On peut dire en quelque sorte que Dostoïevski et Marx se rencontrent autour de l'idée qu'il ne suffit pas d'interpréter le monde, qu'il faut le transformer, faire passer les idées dans l'effectivité. Ouais, donc en gros, il se base sur des intellectuels genre qui sont sûrement morts, il voudrait les ressusciter pour qu'ils puissent venir débattre avec eux, j'imagine. Écoute, c'est un projet, ma foi, tout à fait louable, hein. Mais bon, un peu utopique. Donc, vous définissez le cosmisme russe comme une reconstruction idéologique qui mêle nationalisme, goût pour l'occulte et New Age à la mode soviétique. Le cosmisme n'est pas une école, c'est plutôt un postulat. Notre action humaine a une dimension cosmique et ce qui se passe dans le cosmos a des répercussions humaines. L'idée serait donc d'élargir le champ de notre réflexion et de notre action pour les faire passer de la nature au cosmos. Ouais, donc, au lieu de se contenter de penser l'être humain dans la sphère terrestre, ça serait élargir à l'univers tout entier. Ouais. Bah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en tirent comme conclusion et ce qu'ils arrivent à en tirer. Dans cette optique, il devient possible de coloniser le cosmos ou d'importer de l'univers des énergies que l'on croyait jusqu'alors réservées à des explosions stellaires. Et franchement, c'est là où on retrouve tout à fait, genre le transhumanisme actuel, genre chez les Californiens. Genre Elon Musk qui veut genre aller faire aller faire des colonies c'est pas si perché c'est perché, mais en même temps quand tu regardes aujourd'hui ceux qui veulent aller faire des colonies sur Mars, c'est carrément ça. Et pareil, l'idée d'aller forer des énergies sur des planètes extérieures et pour les ramener ensuite sur Terre, mais bon, après je pense qu'on en est loin. Là c'est vraiment de la belle SF comme on peut dire, hein. Bon, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant que dès le 19e siècle ils avaient déjà cette pensée là, quoi. Je trouve ça assez marrant. Donc voilà, il est possible de coloniser et d'importer, réserver des expressions CA. Le postulat philosophique du cosmisme, c'est cette solidarité profonde entre notre humanité, notre sphère d'activité humaine et le cosmos lointain. Qu'y a-t-il de typiquement russe dans le cosmisme? Une forme de messianisme? Un certain rapport à l'espace et à la géographie? L'idée d'une solidarité entre l'humain et le cosmos ne naît pas exclusivement en Russie. Cette jonction entre science et religiosité, on la retrouve aussi dans le scientisme français. Pour autant, le cosmisme a bien une spécificité russe qui se traduit à mon avis par 3 aspects essentiels. Donc la spécificité de la Russie, c'est quoi ? D'abord, je l'ai déjà dit, le fait de passer des idées aux actes, même s'ils sont révolutionnaires ou apparemment délirants. Ah ouais, donc c'est vouloir rendre ça concret, quoi. Pas juste que ça reste dans une sorte de sphère des idées. Ensuite, le revival religieux, qui est très important dans la Russie de la fin du XIXe siècle, à tel point que l'esprit même du communisme serait imprégné de religiosité. Je vais faire des esbroufs en ville, bisous et bon stream. Ah ok, ça roule, bah, bonne soirée, et puis merci d'être passé, et merci d'avoir fait tes petits commentaires. J'espère que tu vas passer un bon moment tout de même. Putain, ça fait déjà 1h15 qu'on y est. Oh sera imprimé de religiosité. Donc le côté genre t'as Dieu qui est un peu une sorte d'être un peu supérieur et l'univers qui finalement se conjugue, on voit à peu près l'idée, quoi.
Enfin, le cosmisme s'explique aussi par le rapport particulier que les Russes entretiennent avec la nature, à cette géographie monotone, à cette immensité sans bornes décrite par l'historien Anatole Leroy-Beaulieu. Et là, ça devient intéressant. Les auteurs russes expriment souvent cette idée selon laquelle l'Europe occidentale est bornée, notamment dans sa volonté de fixer des limites à tout ce qui existe. Le droit pose des limites, mais aussi la propriété, l'individualisme ou la segmentation entre disciplines. A l'inverse, il développe cette idée que la culture russe se déploie dans une forme de révolte contre ce qui est considéré comme le bourgeoisisme étriqué de la pensée occidentale. La vastitude est presque consubstantielle à la pensée russe, ouais, genre qui se trouve même dans la pensée même russe. Donc à sa science et ses idées politiques. Donc le côté, cette vastitude se retrouve même dans l'approche qu'ils ont de la science et dans l'idée politique qu'ils en ont. Parce que oui, il y a le côté genre, c'est vrai que le côté capitaliste, parce que du coup l'Occident était plutôt capitaliste. En fait, c'est ça aussi du fait, en mettant des barrières. Bah oui, bah, c'est sûr que du coup, en mettant des limites, c'est sûr que ça rassure un peu face à l'immensité du vide, quoi. Genre, c'est vrai que pour l'esprit humain, c'est plutôt rassurant. Ouais, donc du coup, l'Occident qui est plutôt capitaliste, genre, bah, c'est vrai qu'il y a tout le côté frontière, il y a tout le côté du coup le capitaliste qui repose du coup sur la propriété intellectuelle, qui du coup met des barrières, etc. Alors qu'apparemment chez les Russes, il y a une sorte de jonction entre leur territoire qui est immense, genre la toundra, genre j'imagine la Sibérie, etc. Et leur vision de la science et leur vision de la politique, genre mettre les trucs en commun, etc. Genre ne pas mettre de limites forcément, quoi. Donc voilà. Dans ces années-là, en Russie, se forge la conviction que tout est possible, que l'on peut s'affranchir des brides de la pensée formelle. C'est cette idée qui permet aux cosmistes d'affirmer qu'on peut transformer le climat, abolir la mort et aller vivre dans l'espace. Et là, c'est complètement d'actualité aujourd'hui dans la Silicon Valley, parce que le côté numérique, genre le fait de pouvoir avoir une sorte de manne financière, genre que le numérique il a un côté illimité, on peut créer autant qu'on veut, etc. Bon, même si c'est faux, mais on n'en a pas encore touché les limites. Mais ouais, ce côté-là où ils ont une sorte d'espace infini, et c'est Fred Turner qui expliquait ça très bien dans un de ses bouquins là sur l'histoire de la d'internet, où vraiment les premiers internautes, en tout cas ceux qui maîtrisaient Usenet, etc., il y avait tout un imaginaire, il y avait tout un côté cow-boy, les cow-boys là qui partent à la conquête d'un nouveau territoire. Genre il y avait la conquête de l'Amérique, bah là c'est pareil avec internet, quoi. C'était la conquête d'un nouveau territoire immense et sans fin. Et du coup on retrouve un peu ça, du coup c'est ce qu'on retrouve déjà au 19e siècle chez les cosmistes, quoi. C'est fou comme tout se relie. Ah, je trouve ça fascinant. Bref. Et du coup, là, on a des milliardaires qui croient qu'ils peuvent, genre que la technologie qu'on va inventer des trucs qui vont pouvoir changer le climat. D'ailleurs, il y a pas mal de films qui s'emparent de ce truc-là, de pouvoir changer de pouvoir influer sur le climat directement pour faire pleuvoir ici, pour faire neiger là, pour qu'il y ait moins de soleil, etc. Donc, abolir la mort, bah, du coup, la vie éternelle, etc. Et aller vivre dans l'espace. Finalement, rien de neuf sous le soleil. Donc, ça explique aussi que le soviétisme n'ait pas mis un terme au cosmisme. Dans quelle mesure peut-on considérer que le cosmisme est même une sorte de sous-texte du léninisme ? Oh, j'avoue, c'est un peu bresson ça comme question, mais on va voir ce qu'il y répond. Aux origines de la révolution, entre 1905 et 1917, plusieurs leaders bolcheviques vont effectivement chercher à articuler le marxisme avec la religiosité du peuple russe, paysan et très croyant. Lénine finira par mettre au pas ces formes de pensée hétérodoxes, et Staline achèvera ce travail de fermeture. Donc Lénine finira par mettre au pas ces formes de pensée hétérodoxes. Le marxisme était hétérodoxe à l'époque ? Ok. Donc et Staline finira par mettre un couvercle sur ces idées-là, sur les idées cosmistes du coup. Mais une forme d'hétérodoxie imprégnée de cosmisme a bel et bien existé dans les premières années de la Révolution. Et même si, donc du coup, même s'ils ont essayé de détruire ce truc-là, enfin de l'évixer, tout ça, il a continué à exister. Et donc, comment est-ce qu'il a continué à exister ? Donc, dans les premières années de la Révolution, par exemple, chez quelqu'un comme Alexandre Bogdanov, intellectuel marxiste brillant et grand rival de Lénine au début du XXe siècle, ou encore chez Anatoli Loutnacharsky, grande figure de la culture des premières années de la Révolution. On comprend mieux alors pourquoi ses compagnons ont décidé d'embaumer Lénine au lieu de le faire enterrer dans le cimetière familial de Saint-Pétersbourg. Il y avait chez eux l'espoir de pouvoir un jour peut-être pouvoir lui redonner vie. Vous imaginez Lénine qui renaît ? Incroyable quand même.
Enfin, moi, je trouve ça incroyable quand même cette histoire. Je savais qu'il avait été embaumé, mais j'aurais jamais cru que ça aurait été pour cette idée, pour cet objectif-là, quoi. Hein. Dans la nébuleuse révolutionnaire, il y a donc bien eu... il serait paumé, le pauvre. Ah bah il serait déçu surtout de où est le communisme aujourd'hui, il serait un peu déçu, hein, je pense. Genre, ouais, il serait déçu de voir à quel point le capitalisme a plus ou moins gagné l'URSS. Bah, il y a plus. Oui, je crois que c'est terminé. Et en plus, je crois que l'URSS, bon, je suis pas un spécialiste, mais c'était plus ou moins un communisme de merde. Hein. Je crois que Lénine et Staline, je crois qu'ils pouvaient pas, ils avaient pas du tout la même vision. Hein. Ouais, j'avoue, je m'aventurerai pas plus là-dessus, mais je crois que je crois qu'ils avaient des points de vue divergents, mais je saurais pas dire exactement de qui ou de quoi. Donc, dans la nébuleuse révolutionnaire, il y a donc bien eu ce qu'on peut qualifier de moment cosmiste du rêve d'éternité. Cela dit, la hiérarchie soviétique a également profité des idées cosmistes pour faire avancer la conquête spatiale. Constantin, bah oui, parce que du coup, la conquête des étoiles, quoi. Constantin oh punaise, c'est tellement dur à dire, Tsiolkovsky, par exemple, qui n'avait jamais été vraiment soutenu par les dirigeants tsaristes, va être aidé après la Révolution pour développer ses travaux. Il s'agit alors de profiter de l'élan cosmiste pour faire vivre les hommes plus longtemps et conquérir l'espace. L'écrivain britannique Orson Welles, H.G. Wells, c'est quoi déjà son prénom ? Je sais plus. Bon bref, Wells, qui rencontre Lénine en 1920, écrit à son retour que même ce dernier a cessé définitivement de prétendre que la révolution russe soit autre chose que le début d'une ère d'expérimentation illimitée. Dans les années 1920, c'est vraiment le cas, en tout cas sur les plans social et scientifiques, avant que le stalinisme ne vienne poser un couvercle sur tout cela. Donc, moment de la révolution, moment d'émulsion, un peu ça part un peu dans Herbert George Wells, nom de plume, H.G. Wells. Ah, merci Paul. Ouais, j'ai eu un trou de mémoire. Herbert. Un trou de mémoire. Ou alors, je vais être tout à fait modeste, je crois que je ne savais même plus qui s'appelait Herbert Wells. Non. Ouais, donc moment d'effervescence, la révolution russe, où finalement les cosmistes peuvent laisser aller leurs idées scientifiques, parce que comme ils essayent de rendre ça réel, de pouvoir ressusciter des gens, ils ont des travaux scientifiques, etc. Et le stalinisme vient calmer un peu toutes ces ardeurs. Franchement, moi je trouve ça trop stylé comme ça c'est la couverture du livre, moi je la trouve trop stylée. J'adore. Il y a aussi dans le cosmisme l'idée que l'espace pourra constituer un jour pour l'humanité l'aboutissement d'une certaine idée du collectivisme. On va collectiviser l'espace, excellent. Il y a déjà un peu... Je crois qu'il y avait déjà un peu... pas collectivisé, mais genre un peu dire que l'espace c'est un lieu sans frontières, quoi. Où personne ne peut se l'approprier à son nom. Je crois qu'il y avait cette idée-là. Il y avait même eu un texte, et je crois que c'est Clarke, l'écrivain Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace, que Kubrick a ensuite adapté. C'est Kubrick, hein, si je dis pas de conneries, qui a adapté. Bref, il avait fait, et c'était une sorte d'ingénieur, chercheur, machin, qui a écrit de la science-fiction, et qui a aussi écrit un texte, une sorte de comment on peut appeler ça, de texte de loi où l'espace serait un endroit j'allais dire de mon droit, pas de mon droit, mais un endroit qu'on peut pas s'approprier, hors de toute appropriation, quoi. Donc est-ce que ça peut rejoindre un peu cette idée de collectivisme, parce que finalement ça fait un espace collectif si personne peut se l'approprier. Donc il y a dans le cosmisme deux aspects essentiels. Le premier, c'est l'émancipation, le fait de s'affranchir des limites imposées par le capitalisme, par la mort, par la terre. Le second, c'est cette idée que le cosmos joue un rôle de régulateur pour l'humanité. Dans son roman Tchevengour, écrit à la fin des années 20, Andrei Platonov résume bien ce double enjeu qui correspond à la fois à l'idéal communisme, se libérer des chaînes du capitalisme, et cosmiste. Platonov parle notamment de faire travailler le soleil. Ok, donc c'est là-dessus qu'ils se rejoignent. Eh bien, ma foi. Donc, qu'est-ce qu'il peut donner un jour pour l'humanité une certaine idée de collectivisme ? Ok, parfait. Le transhumanisme s'épanouit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Pourtant, vous montrez dans votre livre que la recherche sur la transfusion de sang jeune ou le fait de ressusciter les morts étaient des projets portés par les cosmistes russes un siècle plus tôt. Donc là, j'imagine qu'il va nous expliquer comment est-ce que ça arrivait d'un continent à un autre. Effectivement, ce rêve-là a pu naître ailleurs et à un autre moment de l'histoire que dans la Silicon Valley du XXIe siècle.
Le transhumanisme ne descend pas directement du cosmisme. Il a des racines dans la pensée française des années 30, dans le technicisme, dans les mouvements hippies et New Age. Mais un fil existe aussi avec la pensée cosmiste. Surtout, j'ai voulu raconter dans ce livre comment ce rêve d'émancipation absolue allait contribuer à donner naissance à l'une des plus grandes expérimentations totalitaires du XXe siècle. Pour s'inscrire dans la perspective de Hannah Arendt, il s'agissait de montrer que la promesse du tout est possible contient aussi en elle le champ de la terreur et de la manipulation. Ok. J'ai rien compris. Surtout, je vais voir comment ce rêve d'émancipation absolue allait contribuer à donner naissance à l'une des plus grandes... Ah, bah, j'imagine qu'il faut aller lire le livre pour comprendre comment est-ce que ça a donné lieu à ça. Comment... Parce que finalement, c'est paradoxal, non ? Genre, cette idée d'émancipation absolue, et finalement, tu te retrouves avec un état totalitaire, tout ce qui est de plus horrible. Dans la perspective d'Hannah Arendt, il s'agissait de montrer que la promesse du tout est possible contient aussi... Ah oui, Hannah Arendt, elle est... Ah oui, c'est la philosophe. J'avoue, j'ai jamais rien lu d'elle. Mais bon. Bon, bref. Du coup, ce besoin d'émancipation a abouti sur un totalitarisme, ce qui est assez paradoxal, finalement. Les transhumanistes de la Silicon Valley connaissent-ils bien cette histoire ? Se revendiquent-ils comme des héritiers du cosmisme russe ? Bon, je pense que non. Hein. Peut-être que si. Jess Karmazin, le fondateur de la société Ambrosia, qui est d'origine russe et dont l'entreprise travaille sur la transfusion sanguine pour lutter contre le vieillissement, explique avoir été influencé par la pensée d'Alexandre Bogdanov. Robert Ettinger, l'inventeur de la cryogénie, a reconnu dans la version russe de l'un de ses livres qu'il devait beaucoup aux cosmistes. Et certains transhumanistes américains aujourd'hui se disent cosmistes pour ajouter une couche de spiritualisme à leur technicisme. Ça fait beaucoup de isme, hein. La même connaît que de nom. Ah ouais, je sais que, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Hannah Arendt en cours de philo. J'avoue que j'ai jamais eu. Bon, est-ce que je l'aurais lu pour autant à l'époque ? J'avoue, j'étais un peu un branleur et que j'aimais pas ça. Donc bon, je pense pas que j'aurais lu. Donc là, ce qui est amusant, du coup, c'est que les gens il y a des gens de la Silicon Valley et des gens importants, enfin, au niveau transhumaniste, genre l'inventeur de la cryogénie, quelqu'un qui est en train de bosser là sur la transfusion sanguine pour lutter contre le vieillissement, se revendique d'un certain héritage culturel cosmiste, donc qui vient des Russes. Et ça, au point de vue de l'histoire, c'est quand même assez cocasse, non ? Eux qui pouvaient, vu que les États-Unis et la Russie pouvaient pas se blairer. Non. Et puis, il y a le fameux Institut Esalen en Californie où, dès les années 80, des chercheurs soviétiques et américains se rencontrent pour travailler sur des sujets comme la méditation ou l'hypnose. Donc oui, il y a une certaine forme d'héritage. Qu'est-ce que vient faire la méditation ou l'hypnose dans ce bordel ? Bon, bref. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir ce que les parents de Sergey Brin, le cofondateur de Google, l'homme qui a piloté personnellement l'ouverture du laboratoire de recherche de l'entreprise sur l'immortalité, non mais quand même, ont apporté dans leur valise en arrivant aux États-Unis. Ses parents étaient des ingénieurs soviétiques typiques, et je ne serais pas étonné qu'ils aient suivi de près les travaux de Vladimir Vernadsky ou de Konstantin je suis désolé, c'est trop dur à dire, Tsiolkovsky. Tout cela pour dire qu'un dialogue existe entre le cosmisme russe et le transhumanisme californien, à défaut de pouvoir parler d'une transmission directe et massive. Donc ouais, il n'y a pas un lien direct, mais il y a une certaine porosité finalement. Il y a une certaine porosité. Donc quelle place le cosmisme occupe-t-il aujourd'hui le conscient et l'inconscient du peuple russe ? Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Il existe en Russie un réel intérêt pour tout ce qui relève de l'occulte, du pseudo-scientifique, pour parler un langage rationnel. Aujourd'hui, le pays s'est raidi autour d'une forme de nationalisme impérialiste, mais la porosité de ces sujets dans la société est toujours là. C'était beaucoup plus sensible au début des années 90, après la mort de Perestroïka. Après la Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka, je sais plus ce que c'est. Rechercher. Je dis, non, littéralement la reconstruction et les noms donnés aux réformes économiques et sociales menées par le président. Ok, après d'avril 85. Ok, d'accord. Donc c'était la volonté de reconstruire un peu la Russie, mais juste avant la fin, genre avant la chute du mur tout de même. Mais la chute du mur, elle est pas arrivée en 2-2. Hein, c'est pas été du jour au lendemain. C'était plutôt une longue érosion de l'URSS, quoi. Donc à l'époque c'était la mode des lustres de lustres de
Tchievski, mise au point dans les années 50 par le penseur et ingénieur cosmiste Alexandre Tchievski, qui était censé ioniser l'air. Eh ben écoutez, on va voir ce que c'est, les lustres de Tchievski. Si ça se trouve, c'est superbe. Alors, image. Y a pas d'image? Ah, peut-être que j'ai oublié une lettre aussi. Alors. Oh, bah si c'est ça, c'est sympa. Eh, ça a quand même une sacrée gueule, vous trouvez pas? Est-ce que vous mettriez ça dans votre appart? Est-ce que vous auriez la thune de mettre ça dans votre appart? Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça existe encore, il doit y avoir... Ou avant que ça soit ça. Bon, bref, des lustres. En appart, c'est chaud, je vais pas te mentir. Genre, vous marchez, vous prenez ça sur la tête. Mais ça ionise l'air, je sais même pas ce que ça veut dire, ioniser l'air. C'est pour vivre plus longtemps, j'imagine. Non. Ça faisait fureur, plein de Russes en achetaient. Ah, bah, ça devait pas être si cher que ça s'il y a plein de Russes qui en achetaient. Enfin, remarque, ils étaient nombreux quand même. Bon, bref. Je cite cet exemple pour montrer que derrière le marxisme-léninisme, derrière le rationalisme, il y a cette sphère à l'entrecroisement du spirituel et du scientifique. Le cosmisme est l'une des couches inconscientes mais importantes de la culture russe actuelle. Oh. Regardez-moi ça, c'est quoi? Médaille à l'effigie d'Alexandre Tchievski. Ok, parfait. Ouais, donc, même si c'est pas méga présent aujourd'hui, il y a quand même encore des petits restes, quoi. Donc, dans quelle mesure Vladimir Poutine assume-t-il l'héritage cosmiste? Vous écrivez que le président russe insiste sur la nature philanthropique et progressiste de la conquête spatiale. Philanthropique et progressiste. Ouais. Est-ce qu'on peut remettre ça en question? Philanthropique, parce que ça profite à qui? Ça profite à toute l'humanité? Je sais pas. Bon. Ouais, c'est un progressiste, en plus progressiste, c'est un peu un mot valise où tu peux mettre un peu ce que tu veux, quoi. Chacun y entend bien ce qu'il a envie d'y mettre. D'abord, il y a chez Poutine la volonté d'élaborer une doctrine spatiale russe différente de celle des Américains. L'accent est mis non pas sur la nouvelle frontière et l'idée de conquête, comme chez les Américains, mais sur l'idée de fraternité universelle dans l'espace. Cette volonté de construire un récit national spatial, des responsables de l'agence Roscosmos me l'ont confirmé directement. Ouais, bon, ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air un peu compliqué, son histoire, là, de faire une... comment il dit ça? Une fraternité universelle dans l'espace. Parce que, vu ce qu'il est en train de faire actuellement, qui c'est qui voudra faire ça avec lui? C'est un peu intenable comme position. Donc, confirmé directement. La figure de Konstantin Tsiolkovsky, notamment, est mobilisée par les Russes comme une figure de contre-propagande. Peace and love avec les extraterrestres. Ah ouais, avec les extraterrestres de Mars Attack, tu vois. Genre, il va y avoir des petits pubs sur la Lune, par exemple. Ça pourrait être très drôle. Après, en ce qui concerne la dimension mystique du cosmisme, elle est essentiellement revendiquée par une partie des intellectuels ultra-conservateurs. Ouais, Mars Attack, super film. Même si les effets ont un peu vieilli, franchement, il est trop bien encore. Donc, après, en ce qui concerne la dimension mystique du cosmisme, elle est essentiellement revendiquée par une partie des intellectuels ultra-conservateurs, notamment les membres d'un think tank influent appelé le club Dzirborgs. Est-ce que ça fait pas un nom de martien, ça? Dzirborgs, Xborgs. Le journaliste et écrivain d'extrême droite Alexandre Prokhanov, par exemple, considère que le cosmisme religieux devrait faire partie de la doctrine russe de manière plus prononcée. Quand Poutine a fait construire une ville baptisée Tsiolkovsky, à côté de la nouvelle base de lancement spatial russe, Prokhanov a estimé qu'il aurait fallu aller plus loin et construire également une ville appelée Fyodarov, en hommage aux pionniers du cosmisme mystique. Chez ces penseurs conservateurs qui ont une influence réelle sur les dirigeants du pays, il y a l'idée qu'en Russie, la science est pénétrée de religiosité. Ils poussent ouvertement le cosmisme comme une alternative russe au transhumanisme. Pour eux, ce dernier est individualiste, réservé à une petite élite, pas altruiste pour un sou, tout le contraire du cosmisme russe. Les noms toujours moins... Oui, j'avoue, c'est impossible de bien les prononcer. Hein. Et comme j'ai pas fait russe LV1, je suis un peu en galère. Ouais, donc... Ouais, ce qui est marrant, c'est ce côté un peu... Il y a le côté scientifique, il y a le côté un peu sciences occultes, là, un peu comment il dit ça, mince, j'ai perdu, un peu mystique. Ouais, ce côté, ouais, faire revenir les morts à la vie, ce côté, genre, faire une sorte d'esprit que de faire plus qu'un avec, faire partie de l'univers, machin. Ouais, c'est assez rigolo.
Moi j'aime bien. Science occulte à la H.P. Lovecraft. Et carrément, carrément. À tout moment, il trouve le Necronomicon et il te lâche il te lâche les démons de l'enfer sur la Terre. Hein. À tout moment, il réveille Cthulhu. Mais c'est vrai que ça fait un peu barré quand même, vous trouvez pas? Franchement. Dans une certaine mesure, on trouve aujourd'hui cette alliance du technologique et du mystique dans le discours du pouvoir russe depuis le début de la guerre en Ukraine. D'un côté, Poutine explique que son pays a recours à des armes que personne ne peut combattre, donc qu'il est techniquement invincible. Et de l'autre, le patriarche orthodoxe Cyril assure que l'on assiste avec ce conflit à un combat métaphysique entre le bien et le mal. D'accord, donc lié tout le côté bien et mal, le côté scientifique, genre avancée technologique. Ok, d'accord. Eh bien, ma foi. Justement, que peut-on lire de Cosmiste dans la guerre menée par la Russie en Ukraine? Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Ah non, on est quasiment à la fin. Il y a chez Poutine et les dirigeants russes une forme de messianisme, l'idée selon laquelle la Russie porte le projet d'un monde post-libéral, fondé dans le même temps sur une adhésion au progrès scientifique et aux valeurs traditionnelles et religieuses. Donc l'idée qu'il porte en gros une sorte de nouvel ordre mondial, de une nouvelle société qui se baserait du coup sur un truc post-libéral. Du coup, j'imagine le partage avec post-apocalyptique. Je pensais que tu allais dire. Bah, c'est vrai que c'est plutôt parti pour le post-apocalyptique. Après moi, l'arbre ne repousse pas, hein, je pense, selon lui. Donc mêler une sorte d'un projet de société qui repose sur genre un truc un peu technique et mystique à la fois, quoi. Entre le bien et le mal, genre l'Occident c'est le mal et nous on est le bien. Voilà. Donc un modèle un peu à l'iranienne, dont l'avènement serait empêché par un Occident qui aurait fait son temps, et donc que l'on va imposer par les armes. Dans l'esprit de Poutine et des idéologues du Kremlin, la guerre en Ukraine est bien une guerre de civilisation entre l'Eurasie et un empire de la mer anglo-saxon voué à la disparition. Ah ouais, le mec il est carrément parti dans une guerre de civilisation, quoi, mais c'est malade. Cette dimension messianique, ouais, donc messianique, genre c'est lui le messie, quoi. Il va porter un nouveau projet de société. Non mais en vrai ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur. J'ai l'impression qu'on tourne un peu dans une sorte de sphère, genre je pense que la sphère complotiste elle fait pas plus peur que ça, quoi. Ça fait un peu flipper. Donc cette dimension messianique a toujours été centrale dans le cosmisme. Fyodorov était violemment anti-occidental, il considérait que les États-Unis et l'Europe se perdaient dans la fabrication et la commercialisation de produits de luxe et pensait que c'était en Russie que l'idée de ressusciter les morts, censée réconcilier l'humanité entière, allait s'incarner. Mais ça j'aimerais bien savoir comment tu peux... Enfin, sur quoi ça tient cette idée? Le fait de faire revenir les morts, ça pourrait réconcilier l'humanité. À quoi ça tient? Parce que je vois pas le lien logique entre les deux. Je vois pas le lien logique. Ouais. Bon. C'est leur projet. Parce que c'est notre projet. Poutine, lui, ne porte pas l'idée de résurrection des morts ou de recherche de l'immortalité, mais il revendique bien cette idée que la Russie est la puissance salvatrice face à un monde occidental qui se serait perdu dans l'esprit de calcul. Voir pourquoi il y a des guerres... Voir pourquoi faire un pourparler entre les peuples, voir pourquoi il y a des guerres de longue date. Ah, peut-être. Ouais, ça serait peut-être cette idée qu'en faisant revenir et en le faisant, il y a toujours peut-être cette idée là de faire. Si les gens communiquent entre eux, ça va tout améliorer. Mais je vois vraiment pas pourquoi du coup les morts pourraient aider quoi que ce soit. Puis bon, je pense que quand il dit les morts, je pense qu'il choisirait quelques personnes bien précises. Ça serait pas tout le monde. Je pense pas que ça soit en vrai. Ouais, c'est chelou quand même comme idée. Hein. Mais bon, j'imagine que c'est un ressort romanesque assez incroyable quand même. Donc, il se serait perdu dans l'esprit de calcul. En vous écoutant, on imagine mal le cosmisme disparaître de la culture russe au cours des prochaines décennies. Une partie de la culture russe repose sur l'idée un peu folle qu'on peut se délier de toute forme de limitation, de frontières. C'est extrêmement dangereux car c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de limite à la transformation de l'homme. Cette tentation culturelle existe en Russie au moins depuis la fin du 19e siècle, donc j'imagine mal qu'elle puisse disparaître facilement. Et fin de l'interview. Mais même, tu vois, genre, finalement, genre, ils ont un peu la même. Du coup, c'est exactement la même. Un peu. Ils ont le même, une sorte de même. Comment on peut dire ça? Une même logiciel idéologique que les gens de la Silicon Valley. Cette idée de non-limitation. Cette idée que de faire évoluer l'humain via la technique, etc. Donc, c'est. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a un peu moins ce côté mystique chez les ricains, quoi.
Un peu moins sciences occultes. Donc bon, bref, voilà. Bon, bah moi j'ai découvert des trucs, je connaissais pas du tout. Bah après ça mériterait d'être approfondi, soit d'aller lire le livre, soit d'aller lire d'autres trucs sur le sujet. Parce que c'est vrai que oui, moi j'ai. C'est vrai, parce que en vrai c'est intéressant, assez complexe en vrai comme texte. Ouais, il y a pas mal de ismes, et je pense qu'il faut assez bien maîtriser aussi l'histoire de la Russie. Mais du coup, j'imagine qu'il explique assez bien ça dans le livre. Mais bon, après, voilà, on prend le. Moi, quand il y a des trucs que je lis, il y a beaucoup de trucs que je lis, je comprends pas tout, mais je. Tu sais, c'est pas grave si on comprend pas tout, genre juste tu prends ce qui t'intéresse, ce que tu comprends, et puis tu te l'appropries, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on en retient? Finalement, il y a quand même une pensée il y a une porosité entre les. Là où on pourrait croire que tous les opposent, c'est ben finalement entre les gens de la Silicon Valley, là, les transhumanistes de la Silicon Valley et les cosmistes russes, et ben il y a quand même une certaine porosité, il y a un peu les mêmes idées, quoi. Et qui est encore d'actualité aujourd'hui, et qui peut se retrouver même dans la guerre en Ukraine, apparemment. Donc voilà, il faut des connaissances de base. Oui. Mais bon, écoutez, il faut pas avoir peur de la complexité. C'est pas grave si on s'y casse les dents, au moins on aura essayé. Bon, là des trucs un peu plus simples. Chauffe social et ce truc-là. Attendez. Je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. Je reviens tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, on en est où? Hop. Tac. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Chauffe Social? Parce que finalement, c'est vrai qu'il avait annoncé le lancement de son truc. J'avais lu un article, je crois que c'était la semaine avant qu'il lance son réseau social. Et depuis, plus de nouvelles. Et ça n'a pas fait grand bruit. Donc on va voir ce qu'il en est. Chauffe Social. Gros flop? Ah bah, je crois que gros flop, ouais. Gros flop. Bah, ça a un peu marché, ça se compte en millions. Bah, ils le disent dans l'article, ils le disent. Ils donnent des chiffres. Donc, Truth Social, le Twitter de Donald Trump n'intéresse finalement pas grand monde, par Mathieu Chartier, et ça date du 4, il y a 2 jours. Lancé dans le grand bain des réseaux sociaux, Truth Social, initiative de l'ancien président des États-Unis Donald Trump, peine grandement à trouver son public. Les statistiques de Sensor Tower, qui analysent la popularité des applications mobiles, sont sans équivoque. À sa mise en ligne le fin février 2022, le réseau social de Donald Trump, Truth Social, j'ai l'impression d'avoir un marshmallow quand je le dis, Truth Social, a chuté à la 173e place du classement des apps les plus téléchargées. Selon SimilarWeb, oh attendez, par contre, je zoome, excusez-moi. C'est vrai que du coup, avec ma nouvelle mise en page, qui est étonné de ce flop? Non, je déconne, pas moi. Pas moi du tout. Bah, je me dis que chez les conspis, ça doit faire fureur quand même. Sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas? Chez les nazis, ça doit faire fureur. Bref. Mais oui, les gens, plus, en vrai un peu, mais tant mieux. Ah, merci pour le zoom. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Mais il faut que je recadre tout ça bien. Ouais, mais tant mieux. Et je me dis, ce qui pourrait être grave intéressant, c'est que du coup, genre tu vas sur le Truth Social et si les gens ils donnent leur vrai nom et tout ça, tu sais qui est plus ou moins complotiste et plus ou moins nazillon dans l'âme, quoi. Donc voilà, ça fait une sorte de fichier. Et en plus de ça, comme c'est, enfin, si tu veux retrouver les gens, normalement ceux qui ont les techniques nécessaires, qui ont les connaissances nécessaires, peuvent savoir qui se cache derrière chaque IP, quoi. Donc ça fait une sorte finalement de gros dossier. Vous avez une sorte de gros nazillon. Ouais, c'est plus mignon. On peut dire néo-nazi. Du coup, ça fait une sorte de gros fichier, genre où t'as tous les gens qui sont plus ou moins de la complosphère et fachosphère. Donc, selon SimilarWeb,
c'est même pire, elle ne serait que la 7984e application la plus téléchargée au monde. Truth Social avait été téléchargé 800 000 fois lors de la semaine de lancement, mais ne l'est plus que 60 000 fois par semaine depuis. Au total, on estime à 1,2 million le nombre total d'installations de Truth Social, qui serait visité seulement 300 000 fois par jour, un niveau très faible compte tenu de la popularité de l'ex-président des États-Unis. Ouais, donc il y a du monde, et en même temps, c'est tellement peu par rapport aux réseaux sociaux qu'on a. Mais il y a quand même 300 000 fois par jour. T'as quand même potentiellement 300 000 personnes qui discutent. C'est une sorte de forum géant d'extrême droite. Eh ben, ça doit être beau, tiens. Donc ses ambitions étaient effectivement beaucoup plus fortes. Donald Trump s'étant imaginé prendre sa revanche sur Twitter avec ce service suite à son éviction de son réseau social préféré après les événements du Capitole. Il comptait 88 millions d'abonnés sur Twitter. Donald Trump aurait même hurlé « Il se passe quoi, bordel ?» au téléphone, voyant l'absence d'attrait chez son nouveau bébé. Peut-être les partisans de Donald Trump attendent-ils que l'ex-président y publie lui-même des informations et réactions. En effet, l'ancien locataire de la Maison-Blanche n'a toujours pas pris la peine de s'y exprimer. C'est vrai que ça peut jouer. Et aussi, je me dis, il y a plein de gens... vous le savez, genre qu'on a une habitude d'usage, c'est très dur de s'en défaire. Je veux dire... Et du coup, ils doivent avoir... tu sais, genre les forums, les sites, les différents trucs où ces gens d'extrême droite, ou les complotistes, ou les fachos se rejoignent, ils discutent, etc. Enfin, ils y ont leur habitude, tout le monde est là, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de les faire tous passer sur son application, là. Donc donc, non seulement, je pense qu'il y a... Non seulement, comme ils disent là, Donald Trump, parce que c'est quand même... je pense que c'est quand même autour de lui que tous ces gens se rejoignent. Parce que l'extrême droite, c'est quand même très hétéroclite. Parce que j'étais en train de lire un livre là l'autre jour. C'était d'un journaliste, là, comment ça s'appelle où en gros c'était la fachosphère sur le web. Et en gros, et dans le travail qu'il fait, en fait, tu vois qu'il y a plein de... Dans ce grand bouillon qui est la fachosphère, t'as plein de tendances, quoi. Et du coup, je pense que tous ces gens-là, forcément, ils communiquent pas forcément toujours entre eux, et que ce qui pourrait les rassembler directement, ce serait que Donald Trump vienne sur cette figure rassembleuse de tous ces gens-là, soit actif sur la plateforme pour que ça marche, quoi. Moi, par curiosité, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, les discussions qu'il doit y avoir, hein. Pour rappel, 300 millions de dollars ont été investis dans la création de Truth Social, qui est globalement un copier-coller de Twitter. Le service est édité par Trump Media et Technology Group, qui cherche à entrer en bourse, aurait déjà sécurisé 1 milliard de dollars d'investissement. À ce jour, Truth Social n'est proposé que sous iOS. Ouais, bon, déjà, c'est sûr que tu te coupes de pas mal de personnes. Outre une version Android, une version web serait peut-être utile pour doper sa popularité. Quant aux problèmes techniques découverts dès la mise en ligne du réseau, ils n'ont toujours pas été corrigés pour la plupart. Tu serais choqué. Oui, je sais d'un côté, mais de l'autre, genre, ça serait tu sais, c'est pas parce que qu'on te dit que les gens ils pensent ça, etc., que tu t'en rends compte, tu vois. Ça serait vraiment aller voir, ce que les gens pensent vraiment, ça juste pour constater par toi-même, pour vraiment te rendre compte du truc, quoi. Oh ouais, bon, si ça marche pas son truc, bon. Ok, il y a toutes les raisons du monde pour que ça marche pas son truc. Il est pas dessus. Il y a déjà les gens, ils ont déjà leurs habitudes sur les différents forums sur Facebook, etc. En plus de ça, disponible que sur iOS. Copier-coller de Twitter, donc t'as aucune plus-value, si ce n'est que tu vas te retrouver. Et les gens d'extrême droite, ils sont déjà très actifs sur Twitter. Donc quel intérêt d'y aller? Et version Android t'as pas, une version web serait nana. Et des problèmes techniques apparemment. T'as un produit pas fini, quoi. En fait, c'est un jeu vidéo triple A qu'il a sorti, Trump. Bon bah voilà, ça marche pas, et ben tant mieux. Franchement, il y a déjà assez de... Ah, remarque, est-ce que ça serait pas intéressant que... Attends, réflexion.
Est-ce que si tous les gros fachos de merde dégagent sur une plateforme à eux où où ils racontent leur saloperie à eux et du coup pour que ça soit un peu moins pollué, genre nos réseaux à nous, est-ce que ça serait pas mieux? Mais de l'autre côté, au moins ça permet de voir ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, etc. Mauvaise idée, ouais. Mais bon. Ça serait intéressant d'aller d'aller sur l'application et tu sais, tu mets des idées bien à gauche, tu vois. Juste pour voir au niveau de la modération ce qui se passe, tu vois. Ils auraient peut-être une modération à l'envers. Genre tout ce qui est trop gentil, ils le dégage. Donc, ouais. Ça va quand même Antonionis avec Hitler, je pense. Tu penses? Mhm. Peut-être. Mais après, ils sont déjà tous là, tu vois. Enfin, ils ont déjà leur. Enfin, ils communiquent déjà entre eux. Concernant personne qui pense une idéo sans que d'autres idées soient autour. Ouais. Bah, après, t'as déjà un peu cet effet-là. Genre, il y a un peu le côté bulle de filtre. Bubble filter, la fameuse. Donc, finalement, ils sont pas trop confrontés à d'autres idées. T'es toujours plus ou moins abreuvé des mêmes contenus qui montent vers le même. Vers les mêmes choses, quoi, tout le temps. Puis monter des extrêmes en plus de ça, il y a quand même ouais, je sais pas. Enfin bon, vu qu'on souhaite tout. Voilà. Ça a merdé pour Trump, c'est tant mieux. Et c'est vrai que peut-être que c'est un peu plus apaisé depuis qu'il peut plus tweeter comme un malade. Compliqué comme question. Ben ouais. Maintenant qu'il peut plus. Ouais, c'est déjà un peu le cas sur tous les réseaux. Bah ouais. Donc, est-ce qu'ils se montrent pas déjà le bourrichon entre eux, quoi? Enfin bref, voilà. Chauffe sur champ, ça ne marche pas, et puis tant mieux. Enfin, tu verras autour de toi, t'as des gens qui ont un peu qui ont un peu tes idées. Mes idées à moi? Je comprends pas. Mais oui, ça doit être le décalage. Oui, puis c'est vrai que finalement, il y a eu des. Bah attends, je crois que j'ai un bouquin là-dessus, là. Sociologie des réseaux sociaux. Et eux, ces réseaux sociaux. Eux, c'est les réseaux sociaux, genre en mode. Non, je veux dire sur les réseaux sociaux. Ah, ok, d'accord. Oui. C'est les réseaux sociaux, c'est pas les médias sociaux, ce sont les réseaux, moi et ma famille, on est un réseau social, par exemple. Et donc, ça, ce truc-là. Et finalement, c'est vrai que tu traînes avec des gens qui ont plus ou moins. Tu sais, genre avec des gens qui te ressemblent, donc avec des gens avec qui vous avez plus ou moins les mêmes idées, et du coup, ça se retrouve sur les réseaux, quoi. Bref. Pas du tout pareil. Ah ouais, vous pensez pas du tout pareil? Ah. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de. Après, peut-être que au niveau sociologique, vous ressemblez un peu, peut-être, je sais pas. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Non, comment ça? Hop là. Bon. Bon, allez, c'est de petits articles, voilà. Ça fait toujours bien de voir que les. Oula, j'ai fait quoi? Ça fait toujours bien de voir que les. Ah, j'ai fait quoi? Que finalement les gens d'extrême droite se plantent. Non. J'étais où? Ah oui, tiens. Vous allez voter, vous, ou pas? Je vous demande pas pour qui, hein, ça vous regarde. Mais vous allez voter ou pas? Pour savoir. Yes, my lord, bien sûr. Ah, bien sûr, après, c'est pas forcément évident. Hein. Je sais qu'apparemment, l'abstention va être forte encore cette année. Je descends en Vendée pour ça. Ah, t'as pas fait procuration? euh... Petite anecdote, hein, même si pas convaincu, mais oui, toujours. Ouais. Bah, je pense que pour ces élections-là, ça vaut le coup d'aller voter, même si t'es pas convaincu, parce que t'as quand même l'extrême droite, quoi. Plus présente encore qu'en 2017. Ouais, petite anecdote avec la procuration, parce que en gros, je suis allé la faire lundi, et en gros, on peut faire par internet. Du coup, je l'ai fait sur le web là, et je me suis pointé au commissariat. Et en fait, apparemment, ils avaient eu tellement de procurations à faire, mais ça me donnait une excuse de revoir ma famille. Oui, évidemment. Finalement, c'est vrai que c'est autant faire d'une pierre deux coups.
Apparemment leur système était cassé, enfin ça marchait plus. Et du coup j'ai dû faire une procuration papier. Et moi, enfin, tu sais, t'as plein de chiffres à rentrer, t'as tous tes noms là, t'as des dates, t'as des machins, bref, à écrire. Sauf que t'as le droit vraiment à zéro rature, rien du tout. Et du coup, ce qui fait que j'ai recommencé 4 fois le paplard. La version papier infâme, ouais. J'ai recommencé 4 fois, je suis resté 45 minutes dans le commissariat avec la flic à l'accueil qui se foutait de ma gueule parce qu'à chaque fois j'étais là, je peux en avoir une autre s'il vous plaît. Et donc voilà. Voilà, c'est un truc si facile et pourtant j'étais si en galère. C'est dingue. Mais bon. Après, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que tu fais la procuration au commissariat, t'as pas envoyé le papier ni rien chez toi. Voilà que ça. C'est ce que je vais faire ce week-end. Go internet now. Procuration, non. Mais oui, il y a exactement le même dans 4 ans quand c'est au commis pendant plus d'1 heure. Ouais, en plus, punaise, c'est la première fois que j'entre dans un commissariat. C'est la galère, hein. Parce que tu sais, avec leur porte de sécurité, là, enfin, il faut qu'ils t'ouvrent et tout. Enfin, c'est la galère. T'as une sorte de sas où t'as 2 grosses portes, machin. Il y en a une qui s'ouvre, l'autre, elle est pas ouverte, machin. Enfin, bon, la galère. Et en plus, t'as des gens là, tu sens qu'ils en ont gros sur la patate en mode. Parce qu'ils vont aller déposer plainte ou je sais pas ce qui leur est arrivé, mais il y a un mec qui s'est ramené, il avait un cocard comme as là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des darons qui venaient chercher leur fils qui avait fait des conneries, je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez lourd quand même. Enfin, il y a une ambiance qui est pas top dans le commissariat en vrai. Il y a une ambiance qui est pas top. Hein. Ouais, il y a le plan vigie à balle à l'époque, où il y entrer puis à nouveau dedans. Oh là là, tu vas attendre pour sortir avec d'autres gens, etc. Putain, ouais. Ouais, c'est pas. Mais bon. Ça vaut le coup ça vaut le coup de le faire pour aller voter, pour aller faire notre devoir de citoyen finalement. Bon allez, passons. Donc pourquoi le site t'as le bon gros con filet, flic avec gilet pare-balles. Non, sérieux? Ils étaient avec. Waouh, oh, ça va tellement être angoissant. Genre tu dois pas dire un mot plus haut que l'autre quoi. Hein. Ah ouais, non, nous il y avait juste les policiers, ils étaient là mais avec leurs armes de service, mais bon, ils avaient l'air plus ou moins décontracts, ça avait l'air d'aller. Mais je crois qu'ils ont passé leur semaine à faire à gérer des procurations. Il y avait vraiment plein. On était plein dans le commissariat pour faire ça. Il était vraiment plein. Et des jeunes. Et des jeunes. Donc, petit truc du Numérama, ça me faisait un peu marrer. Sur Macron, voilà. Pourquoi le site emmanuelmacron.fr renvoie vers un pamphlet anti-Macron Bienvenue dans le monde du cybersquatting. Et du coup, ça va être le moment de donner une petite anecdote par rapport à hashlag.info, n'est-ce pas Margot Donc, l'avocat français Juan Branco essaie depuis plusieurs semaines de faire parler du site emmanuelmacron.fr. Ce nom de domaine renvoie vers un PDF de Crépuscule, son livre anti-Macron paru en 2019. Mais le coup de com' peine à prendre. Il y a des coups de communication qui fonctionnent mieux que d'autres. Celui-ci ne restera probablement pas dans l'histoire comme un éclatant succès. Depuis le 9 mars, le nom de domaine emmanuelmacron.fr renvoie curieusement vers un PDF, celui du livre Crépuscule de Juan Branco. L'avocat et activiste français de 32 ans a publié fin décembre 2018 ce pamphlet anti-Macron qui est ensuite paru aux éditions Au Diable Vauvert en 2019. L'ouvrage a connu un beau succès de vente cette année-là, notamment auprès des partisans du mouvement des Gilets jaunes, qui se sont retrouvés dans la dénonciation d'une déconnexion entre les élites au pouvoir et le quotidien des classes pauvres et moyennes. Mais que vient faire le PDF gratuit de 264 pages de Crépuscule sur un nom de domaine relié au nom du président de la République ? Il s'agit ici d'une histoire de communication, beaucoup, d'argent un peu, et de cybersquatting, on va y venir. Et vraiment, je crois que Juan Branco, c'est un des plus gros forceurs des internets. Genre, déjà, il y avait le fameux, Juan Branco qui lit Juan Branco, enfin il avait lu son livre, enfin son livre il le recale à chaque fois, c'est Usul là, c'est drôle en vrai comme idée. Oui, bah ça se tente, en tout cas il essaye, on va pas lui en vouloir de faire ça, hein. En vrai ton magazine tu veux pas l'appeler Cybersquat? Oh, j'adore le terme, ouais, pas bête, je le note. Merci Margot pour cette idée. Hop.
Alors, Willy, où mon crayon? Ton magazine? Oui, j'ai montré au début. Bah, si tu veux, je le remonte après. Je lis l'article et après je te le montre si tu veux, Paul. Parce que j'ai commencé à essayer de faire un magazine. Une femme inspirante, exactement. Mais généralement, quand tu parles avec les gens, c'est toujours inspirant. Faut pas rester. Le meilleur projet, c'est à plusieurs, même si c'est la galère. Parce que finalement, il y a toujours des bonnes idées qui en ressortent. Oh, oh, je vais rougir. Tu peux. Un compliment de Paul, ça fait rougir. Donc voilà. Ouais, donc il y a Usul. Je sais pas si vous suivez Usul, mais en gros, il se fout de sa gueule un peu régulièrement parce que c'est vraiment une sorte de forceur qui dans tous les tweets oui, mais est-ce que vous avez lu mon livre, machin, tout ça, et ça fait depuis 2019 quoi. Donc à chaque fois il revient à ça. Donc l'histoire du nom de domaine emmanuelmacron.fr. Depuis le 10 mars 2022, Juan Branco multiplie les partages de l'URL emmanuelmacron.fr pour éveiller la curiosité des internautes. Au départ, il se contentait de retweeter les remarques de celles et ceux qui avaient repéré le tour de passe-passe. Puis il a commencé à partager lui-même le nom de domaine, au point d'aller jusqu'à surfer sur les gazouillis des autres pour rappeler l'existence du site et faire au passage parler à nouveau de son livre de 2019. En vrai, ça fait pas trop forceur, enfin vous trouvez pas que ça fait trop forceur? Moi Genre, regardez mon livre, et genre ça fait depuis 2019 qu'il fait ça. Genre on le connaît, c'est bon. Il ne fait aucun doute que l'avocat français est donc au courant que le site emmanuelmacron.fr renvoie vers un PDF de son livre anti-Macron. Au vu de la publicité qu'il tente de faire à ce coup, il est même probable qu'il ait participé à cette manœuvre. Contacté par Numérama de plusieurs manières, l'avocat ne nous a pas répondu. La thune. Bah en plus même pas, parce que il le met, c'est gratos son truc. Genre tu peux l'acheter en physique si tu veux, mais c'est la version numérique gratuite. Oui. Ah bah les livres, faut en vendre un petit paquet pour commencer à en vivre bien. Margot peut confirmer, non? J'allais t'appeler Macron, Margot. Merde, excuse-moi. En plus, je crois que j'ai dit Macro, du coup. Je pense que Margot, tu veux confirmer que pour vivre avec ces livres, il faut en vendre un petit paquet. Tu veux pas te renommer comme ça maintenant sur Twitch? Macro. Qui est derrière emmanuelmacron.fr? En février dernier, Numérama avait déjà abordé le curieux destin du site emmanuelmacron.fr. Nous montrions que le président Macron, à l'époque pas encore déclaré officiellement candidat, avait demandé à récupérer des noms de domaine liés à l'élection présidentielle de 2022, comme macron2022.fr et macron-62022.fr. Cette requête venait ajouter un poids de plus dans la balance d'une potentielle candidature qui, bien qu'elle semblait probable, n'avait pas encore été annoncée par Emmanuel Macron. Non mais stop avec mon nom. Je touche 6 € à chaque vente. Ouais, c'est pas mal. Tu le vends à combien ton livre déjà? Tu vends quoi, une vingtaine de balles? Sur 20 balles, tu touches 6 €? Ah, c'est même pas la moitié, quoi. Et en plus, je pense que tu serais avec une maison d'édition, parce que t'es en auto-édition, non? Si je dis pas de bêtises. Et ouais, et t'es en auto-édition, et donc j'imagine que si t'étais en édition toute seule, enfin avec une maison d'édition classique, je crois, mais il y avait les droits d'auteur, je crois que c'était ridicule, c'était même pas 10%, non? Parce que 30% du coup c'est quasiment 3 fois plus que les gens en maison d'édition, c'est 5%. Putain la vache. Mais après d'un côté ils ont la puissance, ils ont une certaine puissance de frappe si on peut dire pour aller vendre les livres quoi. Bon bref. Hors de notre enquête, nous explorons aussi l'exemple de emmanuelmacron.fr, un nom de domaine faisant également l'objet d'une requête du président de la République. Ce dernier a saisi l'AFNIC, l'Association française pour le nommage internet en coopération, à ce sujet, demandant le transfert du nom de domaine www.emmanuelmacron.fr à monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Oula, Activision Blizzard. Le nom emmanuelmacron.fr a été déposé par un particulier français en 2019 qui n'a pas expliqué officiellement son geste. Il pourrait toutefois s'agir, selon nos informations, d'un cybersquatting assez classique en la matière. Ouais, donc tu prends un nom de domaine que quelqu'un a utilisé déjà, ou qui pourrait potentiellement utiliser pour ensuite faire un chantage ou un truc comme ça, quoi. Donc le processus consiste à réserver un nom de domaine dans le but de le revendre ensuite plus cher à quelqu'un qui en aurait une plus grande utilité. Sauf qu'ici, la manœuvre n'a pas fonctionné. L'AFNIC, à travers sa branche Cirelli, peut prendre des décisions de réattribution des noms de domaine dans certains cas précis et après demande de requérant. Et moi, je ne savais pas ça, qu'on pouvait faire une demande auprès d'une institution pour qu'ils puissent dégager quelqu'un d'un nom de domaine pour ensuite la récupérer.
Dans les faits, tous les jurisprudences des avis de l'association penchent dans le sens d'Emmanuel Macron. Elle a d'ailleurs tranché en défaveur du requérant, qui a fait appel de la décision, a appris Numérama. C'est pour cette raison que le nom de domaine emmanuelmacron.fr n'a pas encore été transmis au président candidat et peut encore afficher d'autres contenus. C'est donc devant le tribunal que les choses se jouent désormais. Qui dit tribunal dit avocat. Juan Branco n'est donc pas bien loin. Et son livre Crépuscule anti-Macron de se retrouver associé à un nom de domaine cybersquatté par son nouveau client. Si l'objectif semble clair, faire parler de son essai anti-Macron à quelques semaines de l'élection présidentielle, les retombées sont pour l'instant faibles. Reste à savoir si c'est désormais l'avocat qui devra rendre des comptes devant la justice de l'intention derrière une telle redirection. C'est gratuit ça ? Bah j'imagine que... Je pense que tu peux la saisir de manière gratuite, mais après il faut te payer... je pense que comme c'est de la justice, il faut que tu te payes un avocat. Donc finalement... et du coup c'est une procédure et je sais pas combien de temps ça peut durer. Donc je pense que t'as des frais d'avocat à payer, mais genre normalement c'est un service public quoi. C'est des gratos. Et du coup bah forcément les gens qui ont un réel intérêt ils le font, mais pas genre quand t'es un petit internaute, bon bah tu te trouves un autre nom de domaine quoi. Pour rappel, le 18 janvier 2022, la FNIC a décidé de la réattribution d'un autre nom de domaine très proche, emmanuel-macron.fr. On peut lire dans sa décision le titulaire, non homonyme de requérant, en reprenant à l'identique les prénoms et noms de famille de ce dernier, président de la République française, ne pouvait ignorer l'existence des droits du requérant, ainsi que les pièces fournies, permet de conclure que le titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du requérant, en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes. Je suis pas petit. Non, tu es très grand, Paul. Donc voilà. Donc ils sont pas sûrs que ça soit Juan Branco qui soit derrière ça. Mais bon, tout tend à le croire. Et en gros, ça serait, c'est une sorte. Il s'est tenté de faire un coup de com, quoi, de profiter des élections présidentielles pour essayer peut-être de raviver quelque chose, de revenir sur la scène médiatique, parce qu'il a été très médiatisé fut un temps. Déjà au moment de la sortie de Crépuscule, avec au moment des Gilets jaunes, et aussi avec l'histoire là, tu sais, avec l'artiste russe là. Avec des histoires de photos volées, c'était comment il s'appelait déjà, Griveaux, celui qui a eu des photos, les photos de pénis, les dick pics qu'il avait faites, qui se sont retrouvés sur les dick pics qu'il avait fait. Griveaux, un politique, se sont retrouvés, ont été balancés sur le web et ça vous dit rien ? Ah bah attendez, on va essayer d'aller voir ça. Et ça avait fait tout un foin médiatique. Non, pas Maxime. Attendez. Branco, Griveaux, artiste russe. Et en gros, il y avait toute une histoire où Branco il était plus ou moins dedans. Enfin bon, bref, c'était un débat plus ou moins sombre, plus ou moins inutile. Voilà, affaire Griveaux, Juan Branco, avocat de Pavlensky. Et voilà, Pavlensky, c'est l'artiste russe qui a balancé, je crois. Bon, bref, c'est juste pour dire que Juan Branco il était sur le devant de la scène à ce moment-là et que depuis il est un peu oublié, on va dire. Et du coup, voilà, il se serait fait un peu de pub. Et du coup, cybersquatting, Branco Sifredi, vous êtes si drôle, vous êtes si drôle. Ouais, qui sait, il a peut-être tenté une reconversion dans ce domaine-là, hein, on n'en sait rien. Hein. Et donc pour parler de cybersquatting, Margot, est-ce que tu te souviens de #info où ils n'ont pas renouvelé le nom de domaine ? En gros, Paul, si tu veux, il y avait le site #info qui existe toujours, où c'est le journal étudiant de La Roche-sur-Yon. Donc nous, on écrivait des articles dedans, etc. Et oui, voilà, c'est un article... Putain, tu m'as foiré mon histoire. Ouais, donc c'était un site porno. Et en gros, genre, il y avait... le nom de domaine était payé par l'administration, enfin, par la fac. Et en gros, il y avait monsieur Mizio qui gérait ça un peu. Et et Lisa aussi. Qui relançait genre l'administration, genre payer, parce que sinon après on va perdre le nom de domaine. Et en fait, ils ont pas payé à temps. Et genre, ça pourrait juste ne pas arriver, tu vois, genre que ils payent pas genre le jour J, mais tu reprends un peu plus tard parce que c'est pas pris, c'est quand même assez spécifique, #info.fr quoi. Et mais non, manque de bol, ça a été repris, c'est pas par qui,
Mais en gros, c'était devenu un site porno. Et du coup, quand tu cliquais sur hashtag info, t'arrivais sur un site porno. Et j'avais été voir sur le site de la fac. Et parce que du coup, c'est sur le site de la fac, enfin du campus de La Roche-sur-Yon, il mettait un lien vers le site hashtag info. Et en fait, j'ai cliqué, on arrivait directement sur le truc porno. Enfin bon, bref, voilà. Sacrée histoire. Mais apparemment, ils ont réussi à le récupérer, leur truc, parce que maintenant, le nom de domaine a bien été restitué. Donc voilà. Ah oui, tiens, ça c'est un truc. J'étais sur Internet Archive en train de regarder des magazines de science-fiction. Donc voilà. Bah, si tu veux, je te montre, Paul, vu que t'es là, je te montre vite fait le petit magazine que j'ai un peu mis en page. Bon, il n'y a rien dedans encore, mais ça serait pour faire. En gros, pour essayer de faire un truc par mois, bref, essayer de trouver des gens qui seraient chauds pour écrire, etc. Et du coup, j'ai fait un peu le design. Et puis j'ai demandé des conseils au niveau du nom du truc. Je remonte vite fait. Ah, mon ordi commence à être un peu lent, avec plaisir, mais moi en plein les mirettes. Ah bah écoute, on va essayer. J'ai essayé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle gueule de mes scènes, là, enfin de l'interface? Ils sont inspirés pour trouver un nom, ouais. Bon après, genre souvent, genre je vais, ça va être quand je vais être dans mon lit et pour loin de m'endormir que je vais avoir une idée, que je vais devoir me lever pour aller la noter, sinon je vais oublier. Bon, là, c'est rien, c'est juste les noms de trucs que j'ai essayé de faire. Et bon, en gros, ça ressemblerait un peu à ça, quoi. Une sorte d'interface web un peu à l'ancienne. Alors, un truc me trigger, désolé, c'est l'horaire en bas à droite. Voilà, je fais mon. Ah oui, pardon. Oui, mon ordi ne se met pas à l'heure automatiquement. Si tu parles de ça, non? Attends, l'horaire en bas à droite. Ah ok, d'accord, dans le truc. Oh bah je peux le virer, hein. Après tout c'est pas, on a compris l'idée quoi. Oui, c'est vrai que je peux le dégager l'horaire en bas à droite. Je vais suivre les conseils de Paul. Non. Ouais, donc en gros c'est le magazine qui aura un peu cette gueule là entre genre un peu interface un peu à l'ancienne et puis avec un peu dégradé, tu fais un peu genre un peu rétro SF, un peu machin, voilà. Donc voilà, ce serait le magazine que j'essaierais de faire. Bon, c'est pas fini, hein, il y aurait plein de trucs à rajouter, machin, tout ça. Mais en gros, c'est un peu la direction que je suis. Et là, c'est tous les noms un peu à la con que j'essaye de trouver. Cool ça, bah merci, écoute. Merci. Je vais essayer de porter encore un projet, hein, mais du coup, comme je disais, on verra. Un magazine hebdomadaire non, je pense que ça serait plus mensuel. Et en plus, mais j'aimerais beaucoup, genre, il faudrait que je te fasse un vocal un jour de comment je le prononce dans ma tête, car ça me fait archi rire. Fais-le. Ouais, mensuel. Bah, parce que si je suis tout seul pour commencer, genre déjà un article, plus une critique de film ou de livre ou de je sais pas quoi. Plus attends, j'ai mis article et un portrait, ça sera déjà beau quoi. Mais le truc, ça serait d'avoir des gens en fait qui seraient intéressés de faire tout ce qui de faire des trucs comme ça quoi, avec le côté numérique qui m'intéresse moi. Comme ça on peut, genre ça serait genre 4-5 personnes qui du coup on aurait 15-5 trucs à faire par mois, donc ça ferait déjà un truc un peu il y aurait un peu de quoi écrire quoi, il y aurait un peu de matière on va dire. J'espère que tu suis sur ça déjà, Paul. Mais Paul, il a pas Insta, je crois, non? Mais c'est vrai quoi ça veut dire. Tu m'as fait le petit du coup. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que ça va être bon pour ce soir. 2h13. Plus ça va, plus mes streams ils sont longs. Si, mais j'y vais jamais. Bon, écoute, si tu veux, tu peux aller suivre la page, mon compte Fenêtre sur Infocom. Ça me fait un abonné en plus. C'est pas grave si tu vas pas voir. C'est pour la stat. Et si jamais tu vas faire un tour et que tu vois quelque chose, et ben voilà, n'hésite pas à y aller. Là. Bon bah écoutez, on a passé 1 heure à parler de musique déjà. Oui, bah ça c'était cool. Je pense que ça je vais le faire. Je pense que je vais le faire à chaque fois. Parler un peu musique, parler un peu culture autour du numérique parce que c'est toujours chouette.
ou documentaires, ou que sais-je, et ensuite enchaîner sur les articles. Bon, j'avoue, les articles, c'était peut-être pas les trucs les plus inspirés que j'avais. Je commence à avoir la recherche. Mais c'est vrai que j'avais pas trouvé de trucs que je trouvais méga emballants non plus, mais bon. J'avoue, à part le peut-être le truc sur le cosmisme russe, ça j'aimais bien, le côté un peu conquête des étoiles, etc. Bref. Je vais vous laisser là. Écoute, bonne soirée. Merci d'être passé, Paul. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Toujours un plaisir de te voir participer, d'animer tout ça. Et j'en suis aux avoir des potes. Ah là là. Il ose tout, ce Paul, c'est incroyable. Donc, d'ailleurs, tu restream quand, Paul? Parce que j'ai vu que tu avais streamé, mais je pouvais pas y aller à ce moment-là. Mais la prochaine, si tu fais ça plus en soirée, ça serait un plaisir de venir de te voir jouer à Hearthstone pour essayer de comprendre comment ça se joue ce truc. Allez, salut, bisous, Paul, et à la prochaine. Bon, bah écoutez, pour ceux qui restent, on va se souhaiter bonne soirée. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi. Burp, pardon. Pour la prochaine fois, je vais essayer de régler ce problème de chat qui s'affiche pas. Faut que je reset-up le nouveau logiciel soon. Allez, je file. Allez, salut Paul. Ouais, et faut que j'essaye de mettre le stream, je sais pas quoi, et puis on sera bon. Donc, bonne soirée Margot, si tu es encore là. Alors, remarque, est-ce que je peux essayer de... Attendez, je vais essayer de... Partez pas tout de suite. Je vais vous utiliser encore un peu. Je vais essayer de faire un raid. Vu que je vois qu'il y a un peu de monde à regarder. Encore un essai, ouais. Bah oui, bon, c'est juste... Je vous mets sur le truc, après, vous restez ou vous restez pas. C'est juste pour essayer de voir... C'est juste pour faire des... Comment on peut ça? Des conventions, on va dire. Je suis ton cobaye à chaque fois, j'ai l'impression. Mais oui! Expérience sociale. Lâche pause bleu. J'ai essayé d'imiter Ibra TV, mais je pense que c'est pas très réussi. Alors, oh là là, mon ordi rame, mais d'une puissance. Allez, réveille-toi, garçon. MDR, pas ouf. Aïe, allez. Mais non, je vais pas m'inscrire, moi, je vais me connecter, punaise, pardon. Tac. 3 quarts d'heure plus tard. Bon, sinon ça se passe bien ton stage, Margot? T'en es encore pour... T'en es où là, exactement? T'as encore quelques mois à faire? T'en as jusqu'à quand? Je crois que tu vas regarder ton B-roll. Ah, bah oui, ça va être B-roll, il va falloir que je le fasse. Ouais, ça fait 2 mois. 2 mois. Oh là là, comme le temps passe vite. T'en as pour combien de temps? Je pars le 29 juillet. Ah, bah au moins t'aurais été rémunéré. C'est pas mal ça. Et ça te plaît? Donc encore quelques mois devant moi. Quelle poétesse. Non. Gestionnaire de stream. Mais je commence déjà à me lasser. Ah ouais? T'as déjà fait un peu le tour? Ils te font toujours faire à peu près les mêmes trucs? Genre c'est un peu redondant, genre t'as déjà fait le tour? Ah, ça c'est chiant, ouais, c'est quotidien. Ouais, ça c'est chiant, franchement, quand... Oula. Tac, ça c'est chiant quand même quand tu... quand tu fais le tour... Ouais, j'ai jamais fait dans la com, mais j'ai déjà fait genre des boulots d'été où au bout d'une semaine, je m'emmerdais de ouf, tu vois, et après les 2 mois, c'est long, quoi. Ouais. Bon, moi, j'ai peut-être un stage, je sais pas si t'as suivi, mais genre, j'ai peut-être un stage... mais je vais maybe donner une interview dans 2 semaines. Ah, ça pourrait être pas mal, ça peut être sympa ça. Un truc que t'as pas encore trop fait, non? C'est pas mal, ça, c'est gérer la caméra. Donc go passer sur la web TV. Ah bah écoute. Ils ont une web TV? Ah. Ouais, j'ai peut-être un stage. En gros, ça serait à la Cité des Télécoms à Lannion. C'est un musée qui est géré par Orange, je crois. Et en gros, ils ont, c'est l'histoire avec le téléphone, le télégraphe, etc. Et puis t'as une partie sur Internet. Et ils ont une sorte de grosse antenne. Ils ont le radome, ils appellent ça.
Web TV, c'est un partenaire. Bah, envoie le lien si jamais tu peux, là, comme ça, je me mettrai ça de côté et j'irai voir. Et en gros, ils ont une sorte de grosse antenne je crois que ça a été la première. C'est la seule au monde qui a, et c'est une antenne télé. Je crois que c'est la première qui avoir relayé en direct une émission américaine, qui avait fait un truc transatlantique, quoi. Pas en différé, mais en live, quoi, en direct. Et en gros, c'est un truc énorme. Et du coup, voilà, ils ont ça, et à côté, ils ont le musée. Et en gros, ça serait, comme c'est les 60 ans du Radome cette année, ça serait pour leur donner un coup de main sur l'événementiel, donc faire un peu d'événementiel, un peu de com, etc. Et j'attends une réponse. En gros, la dame, elle est prête à me prendre, sauf qu'elle attend le feu vert de sa N+1 ou N+2, je sais plus exactement. Et en gros, ah merci, nantez-vous. Hop, je peux pas copier. Ah. Bon, écoute, je vais taper ça après. Et en gros, elle attend. Et sa directrice, elle est partie en vacances et elle revient le 11 avril, donc lundi prochain. Et donc, normalement, la semaine prochaine, je saurai si je suis pris. Et j'espère que je serai pris parce que ça me hype de ouf. Genre, moi, c'est un peu tous mes. C'est mes trucs c'est les trucs qui me plaisent, quoi. D'évoluer là-dedans. Donc, bon, bref. Voilà. Bon, et bah écoutez, je vais lancer un raid sur une chaîne. Je te préviens, ils ont beaucoup de contenu, ils privilégient un peu la quantité à la qualité. C'est une technique qui se tient sur le web. Archi cool. Ouais. Je pense que ça pourrait être cool. Bon, après, le truc, ça serait pour 2 mois, donc je ne vais pas payer, mais bon. Moi, d'abord le stage, et puis après, on verra. Je bosserai pendant le mois d'août pour me faire un peu de thunes, et puis voilà. Puis si je trouve, en plus de ça, une fois si je sais que j'ai le stage, si j'ai le stage, je vais aller direct après chercher une alternance pour l'année pro, quoi. Comme ça, au pire, j'aurais pas à bosser pendant l'été et je serais payé pendant l'année, quoi. Ça pourrait être un petit plus aussi. Donc, lancer un raid sur une chaîne, alors on va voir. Oh là là, mais c'est tellement lent. Oh mon dieu. Alors, comment ça marche? Je me souviens plus. Ah, bah il y a étoile. Bon, écoutez, je vais vous aider vers le truc d'étoile. Donc voilà. Bon, Margot, merci d'avoir, tu vois, dans le turfu, ouais. Bah, il faut essayer des fois, hein. Moi, je sais que j'ai plutôt l'habitude de voir jusqu'au bout de la semaine, mais je fais des efforts pour voir plus loin que ça. Bon, bah, Margot, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Merci à ceux qui nous regardent et qui participent pas forcément, mais je suis quand même content de vous avoir. Du coup, je fais un raid et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine, quoi. Et puis si jamais vous voulez parler un peu pour la prochaine fois, s'il y avait des trucs culturels que vous voulez qui soient un peu en rapport avec la SF, etc., n'hésitez pas, donnez, on ira voir et puis on commentera et puis on pourra en parler, etc. Ça sera chouette, quoi. Allez, bonne soirée, je vous raid. Allez, bisous.